Amoureux des livres, des auteurs et surtout des pages qui ne sont plus blanches puisqu'elles sont remplies avec de l'encre, bienvenue dans À tout lire. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un invité de marque. On reçoit un petit peu les marquises, un petit brin de marquise ce soir, enfin en tout cas sur le plateau. C'est Edgar, mais je ne me risquerai pas à prononcer ou à mal prononcer son nom de famille marquisien, sachant qu'en plus on va parler des langues, on va parler de tout ça. Donc c'est justement l'occasion de laisser Edgar nous prononcer en chantant ce joli nom marquisien. Merci Edgar, parce que là tu me sauves un petit peu la vie. Et écoute, vraiment un plaisir de pouvoir justement discuter avec toi. Alors, anthropologue, entre autres, beaucoup d'articles, énormément d'écrits, de choses, en tout cas de la créativité, en vois-tu, en voilà. Quelle est ton actualité aujourd'hui, Edgar? L'actualité, en fait, c'est surtout de discuter des langues polynésiennes, de la place des langues polynésiennes dans la société, et notamment de l'impact sur la manière même de concevoir un univers et le monde actuel dans lequel nous vivons. Alors, beaucoup de choses ont été dites, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages, d'autres essais, des gens s'y sont, en tout cas, s'en sont préoccupés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement, on découvre un peu de nouveautés, un peu de choses justement sur ces recherches qui ont été faites sur les langues polynésiennes? Il y a beaucoup de choses qui ont été menées sur les langues polynésiennes. Je pense que, en fait, ce sont des connaissances qui ne sont pas, je ne dirais pas à la portée, parce qu'en fin de compte, il faut faire un acte d'aller chercher les informations qui existent déjà. Il y a effectivement des informations ou des articles qui ont été écrits par les scientifiques. Bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde lorsqu'on on lit ces articles sur les langues et notamment sur la linguistique. Mais néanmoins, il y a des articles de vulgarisation qui sont un peu plus à la portée. Il faut faire l'acte d'aller vers l'article, vers le livre pour lire et en prendre connaissance. Et ça, c'est quasiment une éducation à faire. Alors c'est ce qu'on fait les informations existent. C'est ce qu'on fait dans À tout lire. On essaye justement d'intéresser les gens à ce retour à la lecture parce qu'il est important et c'est un temps aussi plus long où on a une vraie pause, il y a un vrai moment en tout cas de rencontre entre le livre et puis celui qui le lit. Toutes ces langues polynésiennes, parce qu'elles sont nombreuses, là aussi, j'aimerais avoir un petit peu ton sentiment. Le marquisien, le pomotu, la langue des Australes. Voilà, on est séparés par des îles, séparés par des distances et séparés aussi par le langage. On est séparés par des îles, par des distances, le langage, mais en fin de compte, c'est une même famille de langues. Et lorsque quelqu'un connaît très bien, je dis bien très bien, le tahitien, séjourne aux Marquises, il est capable d'apprendre le marquisien en quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des connexions entre les termes et il peut se retrouver assez facilement pour quelqu'un qui connaît très bien la langue tahitienne, en parlant de la langue tahitienne. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de chansons parce que c'est vrai qu'il y a une phase... Elle est chantée, la langue marquisienne, un petit peu dans son... Quand on l'écoute, quand on entend, on reconnaît tout de suite un marquisien qui parle le marquisien. Qu'est-ce qui a fait justement qu'on ait cette petite différence, même dans le côté chanté un peu de la langue? Oui. Alors en fait, on fait une distinction maintenant entre parler et chanter, mais dans la tradition, en fait, il n'y avait pas de distinction. Parler, en fait, c'est chanter. Voilà. Et je prends souvent le cas du maire de Wapo, qui est Joseph Kaiha, qui est très connu, qui parle très bien son marquisien, très bien son français, très bien son tahitien. Lorsqu'il commence à faire un discours, il parle. Mais vers la fin, c'est vraiment une déclamation. Et là, on sent la personne qui est habitée par la langue. Et en fin de compte, les langues polynésiennes, il n'y a pas de distinction. La langue de Maupiti, par exemple, elle est aussi chantée. Voilà. Il y a peut-être une part de déperdition à l'heure actuellement de certaines langues, mais le orero, lorsqu'on entend les gens faire du orero, c'est vraiment une déclamation, il y a une intonation, il y a une expression, effectivement, qui dépasse simplement le seul fait de parler. Mais au-delà même des langues polynésiennes. Lorsqu'on regarde, par exemple, on voit beaucoup les gens s'exprimer orero à l'heure actuelle. Bon, il y a un gros retour voilà, sur ça. Lorsqu'on regarde, par exemple, de vieux documents d'Europe ou de métropole, les grands orateurs
ben c'était vraiment des grands orateurs, quoi. Il n'y avait pas de micro et il fallait les entendre. Et puis on retrouve ça dans les tribunaux, on regarde les avocats, Oui. je veux dire, ou dans les meetings, dans les politiques. Politiques, par exemple, là, c'est flagrant. Voilà. Et donc, pour dire que c'est quelque chose qui appartient à l'humanité, sauf que nous, on l'a encore gardé. Alors, est-ce qu'il n'est pas important, on peut le préciser aussi, la culture polynésienne, à travers ses langues, c'est une culture plutôt orale, plus qu'écrite. Les écrits, c'est pas une hérésie de dire ça? On est plus dans une culture orale qu'écrite? Non, c'est pas une hérésie. Toutes les langues, les langues sont orales, de toute façon, au début. L'écriture est venue par la suite, mais elle reste néanmoins orale. À l'heure actuelle, on est face à face, on parle, même en français. Donc c'est aussi une langue orale. Et c'est vrai que l'écriture est venue par la suite en Polynésie française. Voilà. Mais le fait même de faire une distinction entre oral et écrit est quasiment inapproprié. Parce que toutes les langues sont orales. En fait. Je voulais savoir aussi, et je sais que tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus, ce choc culturel entre le monde popa qui est intervenu, en tout cas qui est arrivé en Polynésie, et cette culture polynésienne, ce choc des deux langues et tout. Comment ça, est-ce que tu peux historiquement nous en parler un petit peu et nous dire comment ça s'est passé au début? Est-ce que dans les traductions qui se faisaient à l'époque, il y a dû y avoir de l'incompréhension forcément, et par moments même de bonnes anecdotes entre ces deux langues et ces deux mondes qui étaient amenés à se croiser, à se rencontrer? Oui, en fait, les deux langues et les deux mondes qui ont commencé à se rencontrer, en fait, c'était avec l'arrivée effectivement des voyageurs, bien évidemment. Bon, ça, il y a effectivement des écrits, mais il est vrai que par la suite, à travers effectivement la présence, disons, de la France métropolitaine ici, à Tahiti, il y a eu, à travers l'école, effectivement, une imposition de ce qu'on appelle la culture française et aussi la langue française, parce qu'en ce temps-là, effectivement, il était considéré que la langue française, c'était la langue universelle qu'il fallait absolument, effectivement, enseigner. L'école est la langue de la République, voilà, comme les régions de métropole qui l'ont vécu Exactement. aussi avec les langues bretonnes, les langues qu'on connaît, corse et toutes les langues de région. Par contre, en Polynésie, justement, cette frustration, elle a été vécue comment? Parce que, je veux dire, on continuait, alors est-ce qu'on dit en cachette, pas en cachette, la langue était quand même continuait de se transmettre, ou il y a eu vraiment une déperdition à un moment de ces langues régionales et en tout cas d'îles En fait, lorsqu'on essaie de voir tout ce qui a été écrit dans ce qu'on appelle les bulletins pédagogiques, la langue les langues polynésiennes n'ont pas été valorisées, ils ont été péjorées, parce qu'en fin de compte, on ne considérait pas que c'était des langues, et que c'était des langues qui étaient capables d'abstraire et de conceptualiser. Donc, certainement, c'était voulu, hein, que ce soit ici, ou bien en Bretagne, ou bien ailleurs, effectivement. Et donc, il y avait toujours cette idée effectivement d'une république, une seule république et une seule langue. Pas de différence, pas de spécificité. Pas de spécificité. Mais ça s'explique de toute façon dans l'histoire de la France révolutionnaire. Il fallait uniformiser un petit peu l'ensemble. Pour que les gens puissent se comprendre. Bien sûr. Voilà. Par contre, à l'inverse, puisqu'on en a parlé un petit peu tous les deux hors caméra, un jeune Polynésien aujourd'hui, tu en étais convaincu, bien parler sa langue ou bien connaître sa culture et sa langue, c'est bien s'exprimer, être mieux même dans les autres langues et être mieux même dans le contexte, son contexte aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que le fait même de bien parler sa langue, c'est-à-dire on permet effectivement de bien se poser, de bien comprendre la culture et de bien avoir des relations avec les autres aussi. Et lorsqu'on est bien posé, lorsqu'on a effectivement une tête bien faite, à la limite, on peut apprendre d'autres langues. Mais ce qui est, en tout cas, ce que montrent les recherches, c'est que même en apprenant deux langues, mais de manière très distincte, c'est-à-dire sans confusion aucune entre les deux langues, on apprend à vite apprendre les langues et à vite apprendre d'autres langues, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on a une ouverture d'esprit large qui permet effectivement d'absorber les différences et les sonorités des autres langues. La lecture reste un des outils pour apprendre sa langue aussi? La lecture et l'audition.
C'est-à-dire la langue, effectivement, passe par l'audition. C'est pour ça que lorsqu'on évoquait les langues comme tradition orale, c'est important d'entendre et d'écouter ce qui se dit. Effectivement, par la suite, on a la possibilité de le lire, mais écouter, effectivement, structure l'esprit aussi et l'audition, en tout cas. À l'heure d'Internet, à l'heure des médias, des connexions, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes justement par rapport au monde du livre, par rapport à cet échange qui existe entre un écrit et un jeune qui est derrière et qui doit décrypter, on va utiliser ce mot-là, décrypter justement les codes et le langage qu'on peut retrouver dans l'écriture. Quel serait ton conseil pour cette jeunesse qui s'éloigne un petit peu, pas tous, mais la plupart s'éloignent du livre? Le débat autour d'Internet est un débat assez vaste en fin de compte. Bon, Internet a pris la place du livre, mais moi je suis autant attiré par le livre que par Internet parce qu'il y a une facilité effectivement avec Internet d'aller chercher des documents, alors même bon, qu'il faut aller se promener avec le livre, mais le fait même de toucher un livre, de sentir un livre, je pense que c'est nécessaire parce qu'on rentre petit à petit effectivement dans l'histoire de cet ouvrage ou de la matière qui a fabriqué cet ouvrage et qui est un véhicule pour la connaissance, alors même que les autres en fait c'est dématérialisé, voilà. Le rapport n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire que le toucher, il est important dans l'apprentissage et dans la connaissance. Alors Edgar, un personnage passionnant, on resterait des heures à parler de tout ça, mais je vais te demander, c'est un petit peu le rituel de À tout lire, de nous lire un petit extrait d'un petit livret que tu as fait, que j'avais entre les mains, qui est magnifique parce qu'il est petit, et souvent quand c'est petit comme ça a quelque chose de magique, c'est beau. Donc un petit extrait, s'il te plaît Edgar, de ce livret que tu nous as fait sur les langues et sur la langue marquisienne. Oui, en fait, c'est un livret qui parle de deux merci des marquises, parce qu'aux marquises, il n'y a pas dans la tradition la notion de remercier. On ne remercie qu'à partir du moment où on rend effectivement ce qu'on a pris à l'autre. Voilà. C'est très beau, ça, voilà. C'est très très beau. Voilà, ça c'est pour tisser les liens et tout. Et donc, pour pouvoir s'adapter à la société actuelle, puisque le thème merci existe en français, le thème maruru existe en tahitien. Donc, les marquisés ont pris effectivement deux termes ou deux expressions qui ne veulent pas dire exactement merci, mais en fin de compte, dans ces expressions, on trouve la notion de lien. Alors, pour dire le désir, ko, pour désigner la personne, moi, ta'u, pour dire rendre, et ahuaatu, pour désigner le destinataire, c'est-à-dire toi, ta'oe. Ensuite, pour signifier un non-dit, un jour, voilà. Et donc tout ça pour dire merci, ko, ta'u, et ahuaatu ta'oe. En français, puisse-je te rendre un jour ce que je t'ai pris. C'est très beau et c'est peut-être sur ces dernières paroles que nous aussi, on va utiliser le mot « rendre » en disant on va rendre l'antenne et on va dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent dans cette émission À tout lire et à très très vite pour de nouvelles rencontres et de nouveaux auteurs à l'honneur de cette émission. À très vite.